Donc là, on va avoir le plaisir d'écouter Pierre Léglise et Catherine Sirguet du laboratoire Sol et Environnement de Nancy. Donc voilà, ils n'ont pas fait le déplacement, ils sont à Nancy, mais ils ont accepté quand même de nous partager leurs connaissances sur la question des sols dans toute leur richesse et diversité, comme ils vont vous l'expliquer. Après, peut-être si vous voulez aussi dire rapidement d'où vous parlez en termes de discipline, parce qu'on a rappelé que c'est un workshop interdisciplinaire, on fait se croiser les regards, etc. Donc on n'a malheureusement pas d'étudiants et étudiantes de vos parcours, mais au moins ça permet de fournir ce contenu et ce regard-là. Et on est donc avec des politistes, sociologues et aménageurs urbanistes en herbe. Voilà. Donc moi, je vais recouper le micro et je vous laisse peut-être... je vous Non. laisse. Ok, très bien. Merci. Pierre Léglise, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAIA, donc l'école d'agronomie à Nancy, et avec Catherine, on travaille au laboratoire Sol et Environnement, et nos thématiques de recherche tournent autour de la gestion des sols marqués par les activités anthropiques au niveau de nos activités de recherche. Alors, on a un retour qui est très bizarre. Donc, je suis également enseignante-chercheuse ici à l'école d'agronomie. Et comme le disait Pierre, donc on est assez spécialisé sur les sols qui sont très marqués, on va dire, par les activités humaines. Et par rapport à votre workshop, et je pense notamment aux urbanistes, eh ben, au laboratoire, on a des travaux qui sont menés pour justement accompagner et aider, on va dire, les urbanistes à mieux prendre en compte les sols en considérant leurs propriétés, leur usage potentiel, et c'est ce qu'on va vous présenter. Donc, voici donc la présentation. Alors, on va vous parler de sol urbain, une ressource à protéger. Une ressource à protéger parce que, disons qu'on a une urbanisation grandissante avec près de la moitié de la population mondiale qui est urbaine, donc, ce qui va entraîner une augmentation des surfaces utilisées pour nos activités anthropiques, que ce soit habitation, industrie, commerce ou même loisirs, et donc avec une modification très importante des sols et de leurs propriétés. Sans air, on peut vivre 3 minutes quand on est très fort. Sans eau, on peut vivre à peu près 3 jours. Mais sans sol, combien de temps pourrait-on vivre si on avait une augmentation trop importante des surfaces qui auraient perdu, je dirais, leur propriété, leur capacité, leur fonction à produire en particulier de la biomasse? En fait, si on prend des ressources alimentaires qui sont en tension, on produit à peu près 80 tonnes de céréales par seconde. On a des stocks qui évoluent là sur ce schéma au cours des décennies en stocks mondiaux de céréales en jours de consommation. Et puis, si on regarde, en gros, ça fait 10 semaines de consommation avec une logistique idéale. Ce qui fait qu'on a, avec l'augmentation de nos centres urbains, un éloignement aussi entre production et consommation. Donc, ces sols sont des supports de fonction. Ici, sur cette figure, on retrouve les différentes fonctions et vous voyez qu'elles sont très nombreuses. On pense très rapidement à la fourniture d'aliments, de fibres et de combustibles de la part des sols, hein, la production de biomasse. Mais il y a aussi d'autres fonctions liées à la purification de l'eau, la régulation des contaminants, du climat, le cycle des éléments, des habitats pour une biodiversité extrêmement importante, une source de composants pharmaceutiques, pharmacologiques, et puis également tout simplement le sol. Je dirais même que la science du sol, c'est la pédologie, c'est ce qu'on a sous nos pieds. C'est également le fondement de nos infrastructures et même, je dirais, la mémoire patrimoniale de nos activités antérieures. Il y a un lien direct entre les sols et le bien-être humain, parce que finalement, des sols en bonne santé, on entend souvent parler de la santé des sols, hein, de ces aspects en lien avec leur capacité à être de bons sols. Ça se traduit par une sécurité alimentaire, une sécurité sur l'eau, sur l'énergie, sur le climat, et puis derrière des conséquences sur l'humain avec déjà une sécurité alimentaire en lien évidemment avec la nutrition, mais également avec la sécurité environnementale, politique, nationale, voire même la paix mondiale,
quand on est face à des tensions sur des ressources qui peuvent amener à de l'inflation ou même à des conflits d'usage. Bah, ce lien, il peut se faire aussi à une échelle beaucoup plus locale avec, par exemple, des effets directs, hein. Jardiner, c'est bien plus que produire des aliments sur des sols urbains. Les jardiniers consomment plus de légumes et de fruits que des gens qui ne sont pas jardiniers. Donc, a priori, potentiellement une meilleure alimentation, une meilleure nutrition. Ils vont également consommer plus, justement. Ils vont acheter à côté plus de fruits et de légumes. Et puis, ça ouvre finalement à une revisite sur des pratiques alimentaires et sur la gestion de son environnement et la gestion de ce matériau qui finalement, on l'a constamment sous nos pieds, mais il est très résilient, mais en même temps, bah, il est quand même fragile. Alors d'abord, une question qu'on peut se poser, c'est ce sol qui nous rend tant de services et qui contribue à notre santé mentale, finalement, c'est quoi? Pour replacer très rapidement, c'est une interface. La partie très superficielle meuble de l'écorce terrestre, hein, c'est vraiment une toute fine pellicule, mais qui est extrêmement importante parce qu'elle est totalement, c'est une zone d'interface entre l'atmosphère, la lithosphère, donc la géologie, l'hydrosphère, tous les réseaux hydrographiques, et puis la biosphère, c'est le vivant qui développe les végétaux, les animaux. Et donc la pédosphère, cette sphère constituée par le sol, cet écosystème, c'est vraiment une interface euh, qui se retrouve à la confluence de toutes ces zones. Ça vient de quoi? Ça vient de l'altération des roches. Euh, Au cours du temps, un affleurement géologique qui va arriver en surface ben, va subir un certain nombre de processus de transformation en lien avec le climat, les températures, les précipitations, en lien avec l'activité biologique qui va s'y développer, les végétaux, les animaux qui vont se développer qui vont se développer sur cette roche-mère. Et au fur et à mesure de ces altérations, ben, on va voir apparaître une couche qui aura des propriétés particulières à la surface du sol. Ces propriétés vont dépendre évidemment des caractéristiques initiales des matériaux, des conditions climatiques et puis des végétaux qui vont s'y développer et éventuellement des activités humaines évidemment. C'est un milieu qui est organominéral avec des dépôts litières et des activités biologiques, on a mis le S en majuscule, des activités biologiques et puis également de l'altération des roches. Donc, dans un sol, on a toujours quelque part un tropisme double, c'est-à-dire un tropisme qui vient, je dirais, en profondeur par les caractéristiques de la roche-mère, du matériau initial, hein, qui peut être roche-mère naturelle ou des matériaux qui ont été apportés par nos activités humaines. On peut même aller jusqu'à de la construction de sol où on va réfléchir aux matériaux qu'on va apporter. Et puis, en surface, des dépôts plutôt liés aux activités biologiques et au monde, on va dire, végétal et animal. C'est un milieu vivant dans lequel on va retrouver toute une gamme d'organismes, allant des micro-organismes, on a jusqu'à 1 milliard de bactéries par gramme de sol. Alors, un gramme de sol, c'est un dé à coudre, hein. Donc, on peut avoir jusqu'à 1 milliard de micro-organismes présents quand on est vraiment dans les zones les plus actives du sol, en particulier à la proximité des racines, avec des bactéries, des champignons, qui participent à la transformation, à la modification biochimique de la matière, et puis des animaux microfaune, mésofaune, macrofaune. Euh, Vous avez en termes d'aménagement souvent entendu parler des lombrics parce que c'est ce qu'on considère comme des ingénieurs de l'écosystème parce qu'ils participent à la fois au mélange et à la dynamique de la matière végétale et puis en même temps sont des activateurs de micro-organismes. Et puis des organismes plus régulateurs, on a les colamboles, les acariens, bref, tout un écosystème de centaines d'espèces, voire même de milliers d'espèces qui peuvent intervenir dans le sol et qui vont intervenir dans la régulation de la dynamique de la matière organique et des éléments chimiques, et puis dans la régulation aussi des pathogènes et des organismes qui peuvent être nuisibles. Et puis des végétaux, herbacés et ligneux, qui vont se développer. Et tous ces organismes-là vivent dans le sol. La diversité taxonomique et fonctionnelle de ces organismes dépend des propriétés physico-chimiques du sol et, et vont également en retour avoir une interaction vis-à-vis du cycle des éléments particuliers. C'est une grande diversité de sols, parce que c'est vrai que, en fait, comme on a tous ces leviers, la roche-mère, les types de végétation, le climat, bah, en fait, il faut les imaginer comme plein de petits leviers qu'on peut actionner et qui fait qu'on va avoir une grande diversité de sols avec bah, des sols
ici sur la figure dans un gradient d'anthropisation. À gauche, des sols qu'on va considérer comme plutôt plus naturels, sols forestiers. Puis après, au fur et à mesure, on va monter dans des gradients d'anthropisation, dire d'impact de l'homme sur le fonctionnement du sol, avec des sols agricoles, des sols horticoles, des sols urbains, voire des sols industriels. Dans la partie la plus à droite, les sols vraiment marqués par l'anthropisation, on peut parler aussi des sols qu'on appelle les SUITMA, les sols industriels, urbains, technogéniques, militaires et miniers, qui correspondent dans la classification mondiale des sols, à l'ensemble des sols qui sont vraiment très marqués par l'activité anthropique, qui peuvent présenter des niveaux de contamination allant jusqu'à générer de la toxicité, qui peuvent aussi avoir des niveaux de fertilité plus ou moins importants. Il n'est pas forcément toujours à mettre que plus le sol va être anthropisé, plus automatiquement et de manière systématique, il va être à la fois contaminé et très peu fertile. On peut avoir des sols en milieu urbain qui sont très fertiles et qui sont également peu contaminés. D'accord. Juste pour compléter aussi par rapport au sol urbain, ce qui va être important aussi, je pense que ça se voit un petit peu sur la photo ici, c'est que en milieu urbain, on a des réseaux de canalisation, on a des réseaux, tout ce qui est gaz, énergie, etc. Et finalement, en milieu urbain, on va avoir en plus des contraintes qui vont être très très fortes et qui vont être liées à ces réseaux et qui peuvent, par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur la partie sol vivant, eh bien, ça va affecter en fait le vivant. Et ça va être extrêmement important, notamment quand on veut mettre des arbres en ville. Les arbres ont besoin de grands volumes de sol pour pouvoir développer leur système racinaire. Et là, on va avoir des contraintes qui vont être très, très fortes. Donc des sols qui vont avoir des usages multiples, hein, sur ces schémas, bah, c'est la production de biomasse à vocation alimentaire, l'installation de nos infrastructures, euh, le recyclage de la matière organique avec tout ce réseau vivant. Il y a aussi tous les aspects liés à la régulation de l'eau, et en milieu urbain, c'est extrêmement important parce que justement, des sols qui ont perdu ces fonctions-là par l'imperméabilisation ou le tassement vont plus avoir cette fonction à la fois de tampon et de régulateur des cycles de l'eau. Ça peut être des zones de ressources en éléments naturels. Et puis, la dernière image, c'est le caractère euh, lié je dirais à la mémoire de nos anciennes activités. Alors, ces usages, on va les retrouver dans ce qu'on appelle les services écosystémiques, donc les services rendus par cet écosystème sol à l'homme, mais également à l'ensemble des écosystèmes. Donc, des services d'approvisionnement de biomasse, biomasse énergie, matières premières, des services de régulation, stockage, filtration, transformation de l'eau, mais également du carbone, hein. Les sols dans les interfaces continentales, c'est le plus grand réservoir de stockage de carbone. Et les sols urbains peuvent avoir aussi leur rôle dans le stockage, en particulier et la régulation du CO2 en tant que gaz à effet de serre. Des services d'entretien et de maintien de la biodiversité. Alors, ce maintien de la biodiversité va permettre également de pouvoir réguler un certain nombre de pathogènes et d'organismes potentiellement nuisibles. Et puis, des services aussi culturels, paysages, archéologiques, voire même spiritualité, parce que ben voilà, ça nous permet aussi de nous remettre en contact avec notre environnement, et ça fait partie des services écosystémiques rendus par les sols. Et en fonction des types de sols, de leurs propriétés, et ben, finalement, parmi ces différents services, ben, certains seront maintenus, d'autres vont être diminués. Et puis, quand on va travailler à développer des outils de gestion, ben, ça peut être de vouloir améliorer tel ou tel service pour essayer d'avoir un bouquet de services rendus par les sols. Alors, c'est une ressource en raréfaction et non renouvelable. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit ici là, sur ce graphique sur plusieurs années, on voit qu'on a gain ou perte en milliers d'hectares pour des sols artificialisés, agricoles ou naturels. On voit là, par exemple, que la surface agricole, c'est la surface qui est la plus touchée, qui est celle qui diminue toujours au profit des sols artificialisés. Donc ça, c'est typiquement l'urbanisation. Et des sols naturels, c'est plutôt la forêt. En France, on a tendance à avoir une augmentation de la forêt. Il y a quelques périodes de l'année où c'était un petit peu plus à l'équilibre. Mais en gros, voilà, on a perdu de la surface agricole, qu'on est venu grignoter. Et sachant que produire un sol ou générer un sol de manière naturelle, ça prend plusieurs milliers d'années.
Donc, à notre échelle humaine, ce n'est pas une matière renouvelable, ce n'est pas une ressource renouvelable. Alors, les menaces qui pèsent en termes de dégradation des sols ont été identifiées par la Commission européenne: érosion, diminution des teneurs en matière organique, contamination, imperméabilisation, tassement, diminution de la biodiversité, glissement de terrain. On a mis en rouge celles sur lesquelles on va se focaliser un peu plus en termes d'urbanisation, en tout cas de ce qui touche les sols urbains. On a un projet de directive 4 sur la protection des sols, proposé ça, déjà depuis 2006, ça a été abandonné en 2014. En 2015, c'était l'année internationale des sols. Voilà, c'est un serpent de mer qui continue à se développer et à poursuivre son chemin, mais on voit que c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, il y a des aspects qui sont liés aussi à la compréhension qu'on peut avoir justement des services rendus et comment qualifier, quantifier ces services rendus. Et c'est un enjeu de recherche extrêmement fort. Voilà, on a par exemple le Bureau européen de l'environnement qui estimait qu'en 2010, la dégradation des sols coûtait 38 milliards d'euros par an aux États membres en lien avec ces menaces d'érosion, de contamination, et de perte de biodiversité. Alors, si on prend les aspects de contamination, alors ici, ça, c'est des résultats qui sont issus du programme de l'ANR Jassure, dans lequel le LSE était fortement impliqué. Et on voit, donc ici, vous avez un gradient d'usage de sols forestiers, agricoles, vignobles. On doit avoir les Orcar, les derniers, ça doit être Les sols de les jardin. sols de jardin. Et puis derrière, c'est les sols urbains. On voit par exemple ici qu'on a un gradient de contamination le long des usages avec une augmentation des contaminations moyennes en plomb et en zinc dans les sols urbains, les sols de jardin, et également avec des enjeux forts dans les sols en milieu périurbain et industriel. Donc ça, c'est lié à nos activités anthropiques, que ça soit du dépôt atmosphérique, de la contamination ou de nos ou de nos activités qui progressivement ont amené à une augmentation des teneurs en plomb et en zinc dans ces environnements. Ici, vous avez aussi sur cette figure des concentrations en métaux dans des terres de surface de jardin avec des valeurs limites en santé publique, alerte et vigilance, qui viennent du Haut Conseil de la santé publique. En particulier, c'est les teneurs en plomb. On voit qu'on a près de 40% des sols contaminés et puis qu'on a aussi 10% des sols qui nécessiteraient d'avoir des gestions, voire mettre en place des modes de gestion, voire même des modes de décontamination à mettre en œuvre. Donc là, ici, c'était pour Paris, Lille, Nantes, Nancy, Marseille et Lyon. Donc on a quand même des sols de jardin qui sont liés enfin, qui sont proches de nos villes, qui sont parfois ont été développés sur des zones qui étaient potentiellement d'anciennes zones où on avait des activités anthropiques assez importantes, ou qui ont subi aussi des dépôts atmosphériques sur des longues périodes, donc une augmentation chronique des niveaux de contamination. Autre menace très forte sur les sols urbains, c'est l'imperméabilisation, ce qui entraîne une perte de fonction essentielle, en particulier la diminution du stockage et de l'infiltration de l'eau. Et ça, c'est un enjeu majeur. On a des sols qui servent historiquement, enfin qui servent naturellement plutôt de zone de filtre et de zone de tampon. Donc ça, c'est un point important. Et puis, des sols imperméabilisés qui font face évidemment à une perte de production de biomasse puisqu'ils ne peuvent plus assurer cette fonction de production de biomasse à usage alimentaire ou non alimentaire. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement fort en milieu urbain. On a aussi une baisse de la biodiversité et cette diminution de la biodiversité peut entraîner une perte de fonction. Alors là, pour l'illustrer, c'est des travaux qui avaient été menés par des collègues de Dijon qui s'étaient posé la question, qu'est-ce qui se passe si on baisse la biodiversité ou la diversité microbienne, par exemple, les micro-organismes de 30%? Et en fait, ils sont aperçus que ça entraîne 40% de baisse de minéralisation de la matière organique, donc tout le recyclage de la matière organique. On a une baisse de 50% de la production végétale, parce que c'est aussi tous les liens entre ce couple plante-micro-organisme et ces interactions positives vis-à-vis de la production et du rendement. On a une baisse de la stabilité structurale. Quand on a une diversité qui diminue, on a des sols qui sont moins stables, plus marqués par la compaction, le tassement, et par exemple, quand ils font face à des épisodes climatiques intenses, on peut avoir des pertes et des risques d'érosion, des coulées de boue, etc. Et ils ont aussi observé un temps de survie de pathogènes qui était multiplié par 3. C'est-à-dire qu'en fait, quand on diminue la diversité microbienne dans un sol, on diminue la régulation potentielle des pathogènes et on peut avoir des contraintes sur les états sanitaires.
Donc les sols urbains, bah, c'est aussi des enjeux et des perspectives parce que on peut avoir des besoins de développer de la végétation avec par exemple les contraintes liées aux îlots de chaleur. Pour tous ceux qui ont, on a tous vécu ces périodes de chaleur en ville et quand on va dans un parc et dans un jardin, bah, on s'aperçoit qu'on perd quelques degrés. Pour habiter en proximité de Nancy, je vois très clairement quand je sors du centre urbain et que je rentre en périphérie dans des zones où il y a plus de jardins, plus de parcs, etc., c'est facilement 1, 2, 3 degrés. Catherine avait évoqué le fait qu'il faut aussi jouer sur les volumes et les besoins et prendre en compte ces besoins en regard évidemment des contraintes liées aux voiries. L'important, c'est la fosse, c'est-à-dire que si on ne donne pas aux végétaux des conditions, des volumes suffisants et des matériaux de qualité, et ben en fait, finalement, ils ne peuvent pas bien se développer. On l'a vécu, nous, dans des projets Ouais. avec des fosses de plantation qui étaient quasiment de la taille, ou voire même plus petites que le godet qu'on avait amené pour l'arbre. Et puis, des arbres qui, au bout de 4, 5 ans, bah, il faut les renouveler et ça a des coûts extrêmement importants pour les communautés urbaines. Et puis, c'est un petit peu aussi essayer alors, sortir un petit peu de considérer l'arbre. Certains pourraient considérer l'arbre comme une espèce, enfin, je peux me permettre, hein, comme une espèce de mobilier urbain. En fait, c'est pas un mobilier urbain, quoi. Non, c'est Un vivant. arbre, c'est vivant, ça a besoin d'un volume minimum pour se développer, de ressources et de nutriments pour pouvoir D'eau. se développer, d'eau. Donc voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment améliorer la qualité des sols urbains pour pouvoir, je dirais, concilier au mieux ces développements de végétaux par rapport à tous les enjeux qu'on a en milieu urbain, que ce soit en termes de qualité, en termes d'usage, de partage des volumes. Juste pour compléter, il faut savoir que le volume racinaire d'un arbre est équivalent au houppier, c'est-à-dire aux branches que vous voyez, donc le volume aérien. Il faut que vous imaginiez que normalement, on a exactement le même volume en souterrain. Donc ça vous montre les besoins quand vous voulez implanter un arbre en ville, quoi. Il faut vraiment prévoir. Et si vous voulez qu'il ait ce développement houppier correspondant à ce que, par exemple, qui était espéré, eh ben en fait, il faut en amont prévoir le volume suffisant parce que sinon, bah, derrière, il va peut-être se développer, mais de manière un petit peu plus, il va être plus chétif. Et on pourrait avoir des arbres qui sont plus petits que ce qui était prévu, Sans- parce qu'on n'a et, pas prévu et derrière sensible aux et maladies, sensible aux maladies. sensible à la sécheresse, sensible aux coups de chaleur, etc., etc. Donc, des sols qui peuvent aussi. Alors, il y a les sols qu'on va considérer qu'on pourrait dire comme naturels. C'est-à-dire qu'ils se sont développés à partir d'un affleurement géologique, et puis sur quelques milliers d'années, ils se sont établis avec ce gradient entre en dessous le matériel, le substratum géologique, et puis au-dessus le matériel biologique. Mais on peut également avoir une réflexion sur l'élaboration à partir de déchets pour retrouver des services écosystémiques. Donc ça, c'est tout l'enjeu d'un certain nombre de projets auxquels le laboratoire sur l'environnement a participé, qui s'est attaché à la construction de sols multifonctionnels pour rendre une large gamme de services écosystémiques et créer à partir de ressources secondaires qui peuvent être des remblais ou des matériaux qui sont issus de l'excavation dans d'autres secteurs urbains, voire même des matériaux de pierreux ou terreux qui sont prélevés ou récupérés et qui pouvaient être considérés comme des remblais un peu secondaires. Travailler sur des mélanges avec des ressources végétales, compost de déchets verts, bouts de papeterie ou autres qui peuvent être utilisés. Et en gros, c'est toute une réflexion à avoir pour utiliser les connaissances qu'on a en sciences du sol pour recréer des sols qui vont assurer à la fois en profondeur, par exemple, des supports, des fonctions de support, de filtration, de stockage de l'eau, voire même de support au sens géotechnique par rapport à des contraintes qu'on a de passage, et puis des horizons en surface, par exemple, qui seront, par exemple, beaucoup plus riches en éléments minéraux, en matière organique, pour assurer des fonctions de développement de végétaux. Donc là, par exemple, il y a l'ouvrage Créer des sols fertiles auquel le laboratoire sur l'environnement a participé. Il y a le projet CITER, un projet ADEME auquel on a participé aussi, pour justement amener à la réflexion sur comment générer, comment réfléchir à la construction de sols à partir de différents matériaux pour pouvoir produire des biomasses à vocation alimentaire ou non.
Juste pour compléter, en fait, pourquoi on a réfléchi à comment créer des sols fertiles à partir de matériaux issus de la ville, c'est parce qu'en ville, on va chercher la terre dans les champs. Le gros problème, c'est que pour végétaliser, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était aller chercher de la terre agricole, donc on décapait en milieu agricole pour ramener dans les centres urbains. L'idée, c'est de dire on ne fait plus ça et on valorise tout ce que l'on a au sein de la ville. Économie circulaire. Alors, justement, parce que cette agriculture urbaine qui se développe, parce qu'on a aussi énormément de personnes, on est de plus en plus à vivre en ville, ça peut prendre des formes variées, allant des potagers et jardins collectifs, qui sont la première forme d'agriculture urbaine et qui ont une forte aussi dimension sociale, de partage et voilà, une dimension, je dirais, oui, voilà, d'une dimension sociale qui est très forte. Des fermes urbaines participatives avec diverses activités qui permettent aussi de sensibiliser à d'autres enjeux en termes de biodiversité, en termes de durabilité. Et puis pour aller jusqu'à des fermes urbaines spécialisées de production de biomasse qui peuvent aussi intervenir avec des nouvelles formes d'agriculture en hydroponie, en aquaponie, des fermes qui sont positionnées ou des structures de production de biomasse végétale au niveau des toitures. Bref, toute une nouvelle agriculture avec un point. Alors, nous qui sommes aussi enseignants dans une école d'ingénieurs agronomes, finalement aussi, ce qu'on essaie de montrer à nos étudiants, c'est que l'agronomie et tout ce qu'on va connaître de notre connaissance dans le système sol-plante, finalement, ben, on va le retrouver partout, quoi. On va le retrouver dans le jardin potager, on va le retrouver dans la jardinière qu'on a sur notre balcon, et on va la retrouver également dans les systèmes d'aquaponie, d'hydroponie, même les plus high-tech. Finalement, on retrouve des sols, des plantes, des besoins qu'il va falloir fournir. L'agriculture urbaine, elle va aussi remplir de nombreuses fonctions, des fonctions écologiques pour essayer de rendre les villes plus résilientes et durables, des fonctions économiques pour créer de l'emploi, contribuer au renouvellement des générations d'agriculteurs, des fonctions éducatives de sensibilisation aux enjeux écologiques et alimentaires, des enjeux esthétiques pour améliorer la qualité de vie et également voilà, pour embellir nos villes. Des fonctions nourricières, de production d'une alimentation de proximité saine et durable. Donc ça, c'était un enjeu aussi fort à un moment, c'était l'explosion des formes d'agriculture urbaine au regard aussi des risques potentiellement de transfert de contaminants par des poids atmosphériques, en termes de qualité des sols, et puis des enjeux sociaux importants pour tisser des liens urbains, entre urbains et ruraux également. On a travaillé il y a quelques temps on s'est posé la question, est-ce qu'on est capable de produire des biomasses alimentaires sur des sols construits? C'est un projet sur lequel on a participé. Et là, par exemple, à droite, c'est une production de radis, d'haricots verts, de tomates sur des sols qui pourraient être initialement considérés comme des sols à risque, problématiques, parce que c'était des sols d'anciennes friches industrielles qui avaient été dépollués, mais qui n'étaient pas forcément utilisés pour une vocation alimentaire, par crainte supposées ou réelles. Et en fait, en travaillant là-dessus, on s'est aperçu que finalement, nos sols euh, pollués permettaient de pouvoir produire des biomasses à vocation alimentaire. Alors évidemment, moins de biomasse. Et puis, par contre, les sols construits pouvaient être des sols qui permettaient de produire de grandes quantités de biomasse à vocation alimentaire. Euh, on a aussi des projets sur lesquels le laboratoire a travaillé, comme par exemple Destisol, qui a abouti à un OAD, un outil d'aide à la décision pour évaluer le potentiel des sols, pour améliorer la durabilité des aménagements urbains. Globalement, ici, c'est sur la figure, c'est un projet d'aménagement avec, par exemple, un zonage initial qui était de prévoir à certaines zones des constructions, des jardins, des parkings, etc. Et l'idée de Destisol, c'est aussi en amont de proposer grâce à un lot d'indicateurs, de dire, voilà, d'avoir une cartographie des potentialités. C'est-à-dire de pouvoir proposer aux aménageurs, donner aux aménageurs des indicateurs en disant, voilà, telle zone, sur cette zone, vous pouvez faire tel ou tel type d'activité. Sur l'autre zone, attention, potentiellement, il peut y avoir par exemple là, vous ne pourrez pas forcément produire beaucoup de biomasse végétale. Et finalement, d'utiliser ça pour réaménager ou réfléchir
l'aménagement urbain en disant bah, on va privilégier par exemple de conserver des sols fertiles pour faire de la biomasse végétale, récréative, alimentaire, ça c'est autre chose. Et puis par contre, plutôt privilégier les aménagements les plus impactants sur les zones dans lesquelles le sol bah, présente initialement le moins de potentiel. Donc ça permet derrière de pouvoir retravailler sur ça et d'avoir une meilleure gestion. Ça peut aller même aussi à prévoir justement, bah, plutôt que de mettre de l'argent ou des moyens pour réaméliorer une qualité de sol, bah, plutôt travailler sur trouver le bon usage en fonction du bon potentiel. En fait, c'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut retenir, c'est le bon sol pour le bon usage. Donc ça, c'est vraiment un point important. Alors, c'est encore en cours c'est encore Destisol, il y a l'OAD qui est disponible. Moi, je crois. Bah, on Il l'a faut aller sur le site de l'ADEME, en fait. Voilà. Ce sont des projets qui ont été financés par l'ADEME et donc on a des outils qui ont été développés. On a aussi, là, par exemple, pour tenir compte justement de ces aspects de fertilité, on a remis, en fait, c'est toujours les résultats du projet J'assure. Et là, par exemple, on voit deux données, c'est carbone organique et phosphore holcène. Donc le P-holcène, c'est le phosphore disponible, qui est un élément nutritif clé dans le développement. Ben, autant on avait dans les premiers graphiques qu'on vous avait présentés le côté gradient de pollution, et c'est une réalité hein, d'avoir ben, forcément au plus proche des activités anthropiques, une augmentation des niveaux de contamination. Ben là, si on regarde par exemple le carbone organique, ben, finalement nos sols urbains sont des sols qui sont très riches en carbone organique. Donc ils sont vraiment des ressources fortes à conserver. Et de la même manière, si on prend le phosphore holcène, bah les niveaux de fertilité en phosphore holcène dans les suitmas ou dans les sols urbains végétaux, les sols urbains et les jardins, bah finalement, on a des niveaux qui sont très satisfaisants. Et donc, c'est pas forcément. On peut avoir donc des sols qui sont extrêmement, extrêmement fertiles et qui donc potentiellement peuvent rendre des services. Et de là, de la même manière, sur la diversité, on est sur des aspects. Là, c'est la densité de collemboles entre forêt, sols de vignes, agricoles, etc., ben, on voit que nos sols urbains et nos sols de SWITMA, donc nos sols marqués par les activités anthropiques, sont aussi des sols qui accueillent une biodiversité qui est loin d'être négligeable et qu'il faut peut-être protéger. Je dirais peut-être qu'il faut protéger. Il y a des outils qui existent. A été développé l'outil Jardi Biodiv, qui est un outil participatif pour évaluer la biodiversité des sols urbains. Parce qu'une des contraintes qu'on a, nous, en termes de recherche, c'est l'hétérogénéité des sols urbains. On a un morcellement extrêmement fort, ce qui complexifie énormément, je dirais, ce travail de cartographie et je dirais, de généricité qu'on peut avoir sur nos activités de recherche, là où on avait quelque chose qui était peut-être plus facile, en tout cas en sol agricole ou en sol de. Et donc, pour terminer, voilà, le sol, un bien commun en danger, parce qu'il y a des dangers qui sont réels de décapage, de compaction, de contamination, mais on a des sols qui sont extrêmement résilients et avec des modes de gestion qui permettent justement de garantir leur fonction et les services qu'ils peuvent nous rendre, bah, peuvent justement apporter un certain nombre de services en milieu urbain. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je tiens aussi à remercier tous les collègues du service d'enseignement de sciences du sol et puis de notre laboratoire qui ont contribué à cette présentation. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas Merci. si on va vous libérer du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à On espère bientôt. que ça aura été utile et Il voilà, me semble que c'est pour très le prochain. intéressant, très complémentaire. Et le support, je l'ai, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et on vous tiendra au courant des restitutions aussi, bien entendu. Merci beaucoup. Super, merci. Au revoir. Ok.